Merci beaucoup. Merci Lorraine et Caroline et Thibaut pour votre invitation, pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous refaire cette présentation de soutenance d'habilitation à diriger des recherches. Donc, c'est une soutenance réalisée le 5 septembre à l'Université de La Rochelle. Et mon HDR s'intitule De la conception d'agroécosystèmes durables à la recherche transformative pour soutenir la résilience des socio-écosystèmes alimentaires. Donc, pour commencer, je présente brièvement mon parcours de recherche. Alors, c'est un parcours académique assez atypique et surtout très interdisciplinaire, puisque j'ai commencé par étudier l'écologie à l'Université Paris-Sud, puis j'ai suivi un cursus d'ingénieur agronome à Paris. Et j'ai ensuite travaillé à l'INRA en tant qu'ingénieur de recherche sur l'appui à la coordination d'un réseau européen de pilotage de la recherche et à la coordination de programmes de recherche nationaux. Et je repris ensuite des études, donc un master 2 recherche pour me réorienter vers les sciences de gestion, plutôt management des organisations et des politiques publiques. Et j'ai commencé une thèse sous la double tutelle de l'École des mines et INRAE. Donc, j'ai été notamment formée au Centre de gestion scientifique à Mines ParisTech, qui a développé différents outils théoriques et méthodologiques dans les sciences de la conception, que j'ai beaucoup mobilisé depuis. Donc, ma thèse s'intitulait Contribution à une théorie de la conception des agroécosystèmes, fonds écologiques et inconnus communs. J'ai réalisé après ma thèse un postdoctorat à l'Université McGill au Québec sur les questions plutôt de gouvernance des ressources naturelles. Et puis, j'ai été recrutée à INRAE, d'abord à l'UMR SADAPT en région parisienne en 2017. Et j'ai rejoint le Centre d'études biologiques de Chizé, en particulier l'USC Résilience, en 2020. Et donc, le Centre d'études biologiques de Chizé est situé en région Nouvelle-Aquitaine. Et je mène un projet donc, sur la recherche transformative pour soutenir la résilience des socio-écosystèmes alimentaires. Ces différentes recherches, finalement, à l'interface entre sciences de gestion, écologie et agronomie, ont porté leurs fruits, puisque j'ai différents projets qui ont été financés. J'ai aussi un certain nombre de publications dans des revues scientifiques euh, sur les projets, à la fois sur ma thèse et sur les projets plus récents. Donc, j'ai aussi une activité d'encadrement avec notamment 2 thèses en cours. Et puis, je participe aussi à l'enseignement dans différentes institutions, à la AgroParisTech. Donc là, plus en ce moment, mais j'ai enseigné plusieurs années. Également, je fais des interventions à l'École des mines, à l'IFCAM, qui est située en région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, surtout, je contribue à l'organisation d'écoles chercheurs sur la conception innovante à INRAE. Et enfin, donc, je participe à différentes activités d'évaluation conseil de la recherche. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mon parcours et je vais maintenant vous présenter mon programme de recherche. En fait, la présentation de mon HDR, elle est un petit peu classique. On va dire il y a une première partie qui est plutôt rétrospective et une deuxième partie qui sera plutôt programmatique. Donc sur la partie rétrospective, voudrais commencer par le fait que en fait, notre civilisation est confrontée à 3 grandes crises environnementales et contemporaines, le changement climatique, l'érosion, l'effondrement même de la biodiversité et les pollutions diffuses, notamment qui contribuent à perturber les grands cycles biogéochimiques. Et en fait, l'agriculture est à la fois l'une des causes de ces différentes crises climatiques environnementales qui sont liées entre elles, pardon, mais elle est aussi un des secteurs économiques qui l'a subi de plein fouet, qui l'est subi. Et donc, elle contribue au changement climatique, notamment parce qu'elle contribue à 26% des émissions de gaz à effet de serre, 34% si on inclut la déforestation. C'est l'une des premières causes de destruction des habitats, qui elle-même est la première cause d'effondrement de la biodiversité. Et puis, donc sans parler aussi de l'usage de produits phytosanitaires. Et puis, elle contribue aussi à l'augmentation massive des flux d'azote et de phosphore. Et en retour, l'agriculture est fortement perturbée par les changements climatiques.
Et puis, ça se ressent dans l'élaboration des rendements, puisque on observe une stagnation, voire une diminution de rendement dans un certain nombre de cultures. Et puis, on observe aussi de plus en plus d'émergence de zoonoses et de pandémies qui sont elles-mêmes à mettre en lien avec l'érosion de la biodiversité. Donc dès lors, on peut se poser la question de la résilience de nos systèmes agricoles et alimentaires. En fait, c'est non seulement une question existentielle, mais c'est aussi une question scientifique majeure. Et donc, il faut absolument s'intéresser aux conditions de persistance des systèmes agricoles et notamment à leur capacité à fournir durablement une alimentation saine et suffisante à la vie humaine, et malgré les crises majeures auxquelles notre agriculture est confrontée. Alors, pour mieux comprendre le terme de résilience, je me suis particulièrement intéressée aux travaux de Holling et d'autres chercheurs du réseau Résilience Alliance. C'est des chercheurs qui se sont intéressés aux conditions de résilience d'écosystèmes tels que les forêts, donc en mettant en avant un certain nombre de propriétés clés telles que la biodiversité, la redondance fonctionnelle, les interactions complexes entre espèces, les phénomènes de régulation, mais aussi les phénomènes de bouclage des grands cycles biogéochimiques qui permettent de réduire quasi totalement les pertes d'énergie et de matière. Donc, c'est des travaux qui soulignent notamment l'équilibre à trouver entre connectivité et modularité et un certain nombre de propriétés. Donc, ces travaux soulignent que les écosystèmes trop simplifiés, dont les interactions sont trop peu nombreuses, sont particulièrement vulnérables par rapport aux chocs. Et c'est pourquoi Olling met est vraiment en garde en fait les gestionnaires des écosystèmes par rapport à la notion de maximum sustained yield, c'est-à-dire le fait d'essayer de simplifier les écosystèmes de manière à en maximiser de manière durable, persistante, les rendements. En fait, le maximum sustained yield peut conduire à un effondrement des écosystèmes. Et donc, ces travaux nous éclairent sur le fait que le modèle agricole intensif n'est pas résilient, non seulement car il génère et subit les crises environnementales contemporaines, mais aussi parce que les systèmes agricoles actuels ont perdu énormément de propriétés de résilience avec la perte de la biodiversité cultivée, l'homogénéisation des paysages, la perte de régulation écologique, comme la pollinisation et le contrôle biologique, et puis les logiques aussi extractivistes qui contribuent à la perte de matières premières et à des pollutions massives. Donc, ce sont des pertes en fait, de propriétés de résilience qui sont aggravées par l'industrialisation, la concentration et la mondialisation des systèmes alimentaires. Les travaux sur la résilience mettent en évidence trois stratégies majeures de résilience, stratégies potentielles qui ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. La première, la plus classique, c'est la stratégie de résistance. Donc, la résistance, c'est le fait d'essayer de maintenir l'ensemble des propriétés d'un système, notamment face à des chocs. Donc, c'est une stratégie qui peut être très performante et particulièrement fructueuse lorsqu'un système est soumis à des chocs ponctuels et de faible ampleur. Une autre stratégie de résilience est celle de l'adaptation, donc qui consiste à faire évoluer un système de manière incrémentale en maximisant en fait le fait de garder les propriétés actuelles, mais en adaptant le système à la marge. Donc ça, c'est une autre stratégie qui peut être performante lorsque un système est confronté à des crises plus structurelles, mais de relativement faible ampleur. Et une troisième stratégie de résilience est la transformation. Donc, c'est des stratégies qui sont mises en avant notamment dans les travaux de Holling et Walker. Et la transformation peut être une stratégie indispensable pour un système lorsqu'il est confronté à des crises majeures ou lorsqu'il est confronté à un fonctionnement qui n'est pas soutenable, surtout lorsque l'environnement a changé. Et en fait, ces trois stratégies peuvent se retrouver dans le modèle agricole, mais aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question de la pertinence de maintenir des stratégies de résistance telles que le modèle dominant agricole tend à le faire par rapport à une véritable stratégie de transformation qui impliquerait des transformations à différents niveaux du système agricole.
Donc les questions qu'on peut se poser, c'est, est-ce que résistance et adaptation suffisent dans le contexte de l'anthropocène? Sinon, comment rendre possible la transformation des systèmes agricoles vers plus de résilience? Et comment faire en sorte, surtout, que cette transformation soit délibérée, démocratique et non pas subie? Donc c'est ce qui motive en fait mon programme de recherche. Et l'objet de mon programme de recherche, c'est le fait de concevoir des socio-écosystèmes qui seraient plus résilients. Donc, le point de départ est le constat du fait qu'aujourd'hui, y compris dans l'agriculture, on a une déconnexion de plus en plus importante entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux. On a des interactions qui sont de plus en plus limitées, notamment par l'artificialisation, ou qui sont essentiellement centrées sur des logiques d'exploitation. Et donc, l'enjeu est de réinventer des interactions entre écosystèmes et socio-systèmes qui soient davantage autour de la coexistence, d'un respect mutuel, d'une protection, d'une co-construction, éventuellement d'une coévolution. Donc, l'idée est d'avancer vers des socio-écosystèmes qui soient beaucoup plus intégrés. Et pour cela, pour mettre en place une telle conception, on voit bien que les structures actuelles de conception ne sont pas adaptées. Enfin, c'est surtout ce que je vais démontrer dans ce qui suit, dans la suite de cette présentation. Mais on voit bien aussi qu'on a besoin d'outils, à la fois ingénieriques pour penser la conception de ces systèmes qui sont extrêmement complexes, qui sont à des échelles très larges, qui nécessitent des formes de raisonnement nouveaux, mais aussi pour évaluer à la fois la mise en place de ces systèmes et leur trajectoire, notamment euh, du point de vue de la résilience. Donc on a besoin de ces différents outils et pour cela, on a besoin d'approches interdisciplinaires. Alors moi, mes recherches sont ancrées dans les sciences de gestion et je vais expliquer finalement pourquoi ça me paraît important d'avoir cette approche ancrée dans les sciences de gestion, mais à l'interface avec d'autres disciplines et notamment l'écologie et les sciences biotechniques de manière plus large. Alors pourquoi une approche en sciences de gestion? D'abord parce que les sciences de gestion, c'est par excellence une discipline, qui s'intéresse à l'action collective, donc qui vise à modéliser les objets, les acteurs, les critères de performance, les critères de valeur pour étudier, voire générer des nouvelles formes d'action collective. Et donc je m'appuie pour cela essentiellement sur les courants, des sciences de gestion portés par Albert David et Armand Hatchuel. C'est aussi une discipline qui permet de renouveler les raisonnements, les outils et les méthodes face à des problèmes inédits, et notamment lorsqu'on va chercher du côté des sciences de la conception. Et à l'inverse, ces travaux qui portent sur la conception des socio-écosystèmes et sur leur résilience apportent en fait un regard nouveau et particulièrement intéressant, à mon sens, pour la discipline, puisqu'on s'intéresse ici à des objets vivants qui ont des dynamiques propres, qui sont particulièrement originaux pour les sciences de gestion. On s'intéresse aussi à des formes d'organisation distribuées avec des acteurs très hétérogènes qui souvent ne sont pas mus en fait par des objectifs communs, mais plutôt qui peuvent éventuellement même être en conflit, faire partie d'organisations différentes, extrêmement asymétriques. Et puis, l'objet aussi de ces recherches, de ce programme de recherche, c'est d'accompagner et d'analyser la transformation des collectifs et non pas un suivi de collectifs préexistants qui évoluent face à divers problèmes. Donc, transformation, voire création de nouveaux collectifs. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de mes recherches, plutôt donc, dans un premier temps, une présentation plutôt rétrospective. En fait, au cours de ma trajectoire de recherche, j'ai beaucoup mobilisé les sciences de la conception, notamment pour relire la trajectoire de l'agriculture. Donc, c'est la première partie de cette présentation. Et puis, je vais ensuite présenter 4 cas de mise en œuvre d'une méthode de conception des socio-écosystèmes agricoles et en présenter une analyse transversale. Alors, tout d'abord, la- j'ai analysé à la fois pendant ma thèse et puis plus récemment la trajectoire de l'agriculture pour essayer de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui on est arrivé à des systèmes agricoles qui finalement étaient autant confrontés aux crises environnementales et qui devenaient autant des causes en fait de ces crises environnementales. Et en fait, un premier élément,
c'est pour moi la réduction des objets de conception. C'est-à-dire que si on s'intéresse vraiment, à l'histoire ancienne de l'agriculture, par exemple la bâtie-brûlis, eh bien on pensait à des transferts de fertilité ou même après avec les jachères, sur des échelles extrêmement larges. À l'échelle de territoire, des transferts, latéraux ou verticaux de fertilité et plus, on a avancé dans la modernisation de l'agriculture et plus en fait on a resserré pardon, les objets de conception jusqu'à, aujourd'hui concevoir, des organismes en fait, des nouvelles, variétés, des nouvelles, espèces, ou races animales. Donc, on a extrait en quelque sorte, ces objets de conception de leur, de leur environnement. Le deuxième grand, élément en fait de trajectoire, c'est la substitution des processus écologiques par la technique. Par exemple, le fait d'utiliser, des engrais, chimiques ou, un travail mécanique des sols, au lieu de s'appuyer sur le recyclage de la matière organique par, la biodiversité du sol, par exemple. Et puis, je le disais tout à l'heure en parlant de la réduction des objets de conception, on a aussi, à travers, la conception des nouveaux systèmes agricoles, cherché à confiner les objets de conception, soit parce que, une grande partie des recherches en agronomie, finalement a quitté en quelque sorte les fermes, le moment où les scientifiques étaient aussi agriculteurs et donc analysaient en fait le système, ferme. On est passé de plus en plus soit à des stations expérimentales ou, à des recherches en laboratoire. Donc évidemment, il y a quand même, d'autres, infrastructures de recherche qui perdurent, comme les unités expérimentales, les expérimentations, systèmes et puis, les zones ateliers dont je vais reparler. Mais globalement, une grande partie de la recherche, a tenté de confiner les objets de conception et a en fait a extrait en quelque sorte les objets de conception de des systèmes complexes, dans lesquels ils s'inséraient, finalement conduisant à au fait de négliger un certain nombre d'interactions entre les systèmes agricoles, les systèmes de culture, les systèmes d'élevage et les écosystèmes, à une échelle plus large. Et par ailleurs, donc ces différentes dynamiques ont été, nourries par la mise en place d'un système de conception réglé, extrêmement organisé, avec une production plutôt linéaire descendante de la connaissance, des recherches menées, dans les instituts de recherche comme INRAE, un transfert par les chambres d'agriculture, par les instituts techniques, les agriculteurs étant considérés comme des utilisateurs finaux, à la fois des innovations et des recherches, produites. Et ce système de conception réglée, il s'appuie aussi sur, un morcellement, des savoirs, à la fois au niveau de la recherche avec, des connaissances extrêmement disciplinaires. Ça se traduit d'ailleurs dans l'organisation d'INRAE, avec des départements qui sont plutôt disciplinaires et puis des métiers, des filières aussi qui sont, vraiment organisées en silos et qui ne permettent pas d'avoir une conception et une vision systémique des systèmes agricoles et en particulier des agroécosystèmes. Donc ce système de conception réglée, on ne peut pas nier qu'il a été extrêmement performant et notamment par rapport à un objectif qui était clairement exprimé, qui était de maximiser la production agricole. Les rendements ont été, largement augmentés, les prix, des produits agricoles ont été maintenus, relativement bas, la diversité des produits, la production a permis, de remplir, les objectifs, d'alimentation de la population qui étaient, poursuivis en Europe. Mais aujourd'hui, face à l'ensemble des problématiques environnementales, de santé publique, sociales aussi, rencontrées par les systèmes agricoles, on on a besoin de repenser la conception dans le secteur agricole, la conception de systèmes, beaucoup plus complexes, beaucoup plus intégrés et qui nécessitent de repenser les régimes de conception actuels. Donc ça, c'était, une partie plutôt d'analyse, historique de la trajectoire de l'agriculture et des sciences agronomiques. Je vais maintenant, passer à la présentation des cas d'application dans lesquels on a justement tenté de développer des approches, et en particulier, une méthodologie de conception collective pour essayer justement de repenser les systèmes agricoles de manière plus intégrée, plus systémique et aussi,
plus inclusive en invitant d'autres acteurs que les acteurs classiques du secteur agricole dans la conception de ces systèmes. Donc le premier cas, c'était celui de ma thèse qui visait à concilier production agricole et biodiversité en plaine céréalière et en particulier donc dans la plaine de Niort qui, a vraiment connu une forte transformation de l'agriculture, pardon, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, en particulier au cours des années, 90-2000. Le deuxième cas, il porte sur la gestion collective de la diversité cultivée et en particulier des semences paysannes. Donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2019 et en particulier avec, Isabelle Gollringer qui est généticienne heu, à l'UMR-GQE Le Moulon, et qui implique aussi un partenariat fort avec le réseau Semences paysannes. Le troisième cas est très en lien avec, le précédent, mais porte cette fois sur, la conciliation de différentes approches de la gestion de la diversité cultivée. Donc au-delà des organisations paysannes, tout ce qui va être autour des banques de gènes et des institutions de recherche qui s'intéressent en fait, à la diversité cultivée et qui, mobilisent notamment, à la fois la la conservation in situ portée par des organisations, paysannes ou agricoles et puis, la gestion ex situ de la diversité cultivée portée par les banques de gènes. Et le dernier cas, c'est un cas, sur lequel j'ai travaillé entre 2019 et 2022 en collaboration avec, l'unité expérimentale de Saint-Laurent-de-la-Prée et qui porte sur la valorisation de la race maraîchine et des prairies humides qui sont en fait des hotspots de biodiversité et en particulier dans les marais atlantiques. Dans ces différents cas, j'ai déployé la méthode de conception collective, KCP qui a été créée à l'École des Mines, et qui vise à faire en sorte d'accompagner un collectif généralement assez nombreux et hétérogène, à l'exploration de solutions innovantes par rapport à un problème donné, qui parfois n'est pas tout à fait bien, identifié d'ailleurs au départ. Donc il y a toute une phase d'identification du problème, rencontré. Il y a surtout une attention très forte qui est portée aux besoins d'apprentissage, au partage de connaissances, non seulement à la mutualisation de connaissances, mais aussi, au fait de faire, venir en fait des connaissances extérieures qui pourront aider à la conception et en particulier à la conception innovante. Il y a une, 2e, partie, une deuxième phase de cette méthode qui consiste à soutenir la génération d'une diversité d'idées, donc heu, aider à la créativité, à la génération d'idées. Et puis, une dernière phase qui est plutôt autour de l'élaboration de projets concrets. Donc c'est une méthode qui permet de passer de l'idée à l'action et qui vise à, élaborer non seulement des projets, mais aussi des feuilles de route qui permettent d'organiser, la mise en œuvre des innovations dans le temps long et de manière collective. Donc l'importance dans cette méthode et en tout cas les objectifs de cette méthode, c'est à la fois de soutenir l'innovation, l'exploration, d'idées, larges avant de se focaliser sur une idée qui pourrait paraître bonne, de prime abord, mais qui ne l'est pas forcément. Et par ailleurs, c'est une méthode qui vise à impliquer le plus largement possible les différents acteurs, les différentes parties prenantes et donc à susciter l'adhésion tout au long du processus. Donc, pour, présenter brièvement les étapes de la méthode, donc il y a justement cette phase de cadrage stratégique. Ensuite, la phase de partage de connaissances, la phase d'exploration d'idées et la phase d'élaboration de projets qui sont, toutes les 3 en fait, les phases K, C et P, finalement, assez itératives. On peut très bien, revenir à une phase de partage de connaissances après avoir exploré des idées. Et cette méthode, elle a été plutôt créée initialement pour des entreprises, donc des organisations dans lesquelles il y avait une autorité de gestion et des objectifs communs assez clairs. Par exemple, générer du profit ou faire en sorte que cette entreprise perdure, dans le temps. Et moi, j'ai essayé, et par ailleurs d'autres collègues, notamment d'INRAE également, on a essayé d'adapter cette méthode au contexte agricole et en particulier à un contexte plutôt territorial dans lequel il y a énormément d'acteurs hétérogènes et qui peuvent ne pas avoir les mêmes objectifs préidentifiés. Et donc dans les différents cas que je présente, j'ai mis en œuvre cette méthode, avec des formats différents. Soit certaines phases sur une journée, soit une réplication d'ateliers d'une journée, mais avec, des outils d'évaluation,
des productions de ces ateliers, dont je pouvais après, faire une comparaison, entre les différents ateliers, un partage aussi des connaissances et des idées produites, dans les différents cas. J'ai également tenté, l'expérience de mettre en place ces ateliers par visio, notamment en période de covid. Et puis, j'ai aussi tenté la mise en place de ces ateliers sur du temps long, notamment dans le cas de la maraîchine où on avait des ateliers, qui se déroulaient sur plusieurs mois. Donc, à chaque fois, ça m'a permis d'identifier les intérêts et limites de ces différents formats, mais aussi de repenser la méthode et notamment de penser son couplage avec d'autres approches. Ce qui est important, c'est que dans tous les cas, j'ai pu, identifier que ces ateliers permettaient d'identifier, de formaliser ce que j'ai appelé des inconnus communs, à partir desquels on pouvait penser des nouvelles formes d'action collective. Par exemple, dans le cas de la plaine de Niort, à travers les connaissances apportées en écologie, on a vu l'importance de construire une mosaïque paysagère hétérogène dans laquelle il y avait des milieux, donc des parcelles de haute qualité écologique, par exemple des prairies peu perturbées, sur lesquelles il y a peu de produits, de pesticides, et par ailleurs, d'autres, zones de la mosaïque qui étaient plus fortement perturbées, mais qui pouvaient être recolonisées si des espèces telles que les insectes ou les oiseaux pouvaient, se reproduire dans les prairies. Donc la mosaïque paysagère est devenue un support de dialogue et de perception, en fait, de représentation du territoire qui, permettait de faire dialoguer des acteurs qui, avaient du mal à en fait, à à envisager des collaborations et surtout à donner prise à ces collaborations. Donc, dans les différents cas, que ce soit sur les semences paysannes, donc, le fait de penser un système, par exemple, de transmission non seulement des semences, mais aussi des connaissances et des valeurs au sein du réseau semences paysannes, pouvait être considéré comme un inconnu commun, pour lequel il fallait inventer des nouvelles formes d'entraide, par exemple, et de transmission de la connaissance, à la fois entre agriculteurs, mais aussi entre acteurs des filières, donc du producteur jusqu'au consommateur. Donc en quelque sorte, c'est, le fait d'identifier les inconnus communs au cours de ces ateliers, donner prise à, des réflexions de coopération, sur des outils aussi qui pouvaient être, partagés et qui pouvaient donner prise à ces collaborations. Et par ailleurs, ce qui m'a semblé important aussi à travers l'analyse de ces différents cas, c'est que dans chacun des cas, le fait d'identifier notamment ces inconnus communs permettait d'identifier et de concevoir de nouvelles interdépendances nécessaires en fait entre les acteurs du système agricole, mais aussi avec l'environnement, qu'il soit naturel ou social d'ailleurs, ou socio-économique. Donc des nouvelles interdépendances à construire pour faire exister en fait cet inconnu commun. Donc ça, c'était important. Mais il y avait aussi l'identification de nouvelles formes d'indépendance nécessaires pour faire perdurer notamment des modèles qui généralement en fait se présentaient comme des modèles alternatifs par rapport à un système dominant. Donc par exemple, dans le cas des semences paysannes, il y a eu beaucoup de réflexions sur comment faire en sorte, qu'il n'y ait pas d'appropriation des semences, des variétés populations que l'on produit par des acteurs qui après voudraient, les commercialiser, en tirer un bénéfice qui leur serait propre. Donc comment organiser, bah, des systèmes plutôt alternatifs? C'était le cas aussi pour la maraîchine, qui est une race qui est très, très mal valorisée par les filières longues et qui donc a cherché à développer des filières courtes, qui en fait avaient un certain nombre d'innovations qui permettaient de les rendre pérennes, y compris dans un contexte où, c'est plutôt compliqué de maintenir sur le temps long des filières courtes pour lesquelles il faut un engagement des consommateurs, mais aussi des producteurs et de certains intermédiaires, notamment, commerçants ou bouchers, pour que ces systèmes, finalement assez fragiles, soient pérennes dans le temps. Donc ces différents cas d'application de la méthode, ils m'ont permis d'en identifier un certain nombre d'intérêts. D'abord, c'est une méthode générique qui peut vraiment s'appliquer à tout un tas de situations, de contextes, mais aussi de thématiques différentes. Le principe est toujours le même, s'appuyer sur les connaissances pour passer par une phase d'exploration d'idées avant de penser, la mise en place de projets concrets.
C'est aussi une méthode qui a été, souvent reconnue pour, son intérêt en termes de cadrage des interactions, et notamment, le fait de maintenir les acteurs présents, dans des formes de discussion constructives et tournées vers l'avenir et non pas des formes de négociation ou de crispation par rapport à des choses qui avaient pu, être mises en place, depuis longtemps. C'est aussi une méthode qui permet de capitaliser les connaissances, mais aussi les idées et les projets et de garder en fait l'ensemble de ces productions sur le temps long, même si à l'issue d'un atelier, il n'y a qu'un projet qui ressort et qui est mis en place concrètement. En fait, il y a tout un pool d'idées et de connaissances qui sont organisées et qui peuvent être réutilisées par la suite. Par ailleurs, c'est une, méthode qui est axée vers la recherche de solutions et pas seulement, vers, je ne sais pas, des réflexions sur ce que pourrait être, un système à l'avenir ou à des partages d'idées. Là, l'idée, en tout cas l'objectif d'une telle méthode, c'est d'aller le plus possible vers, la formulation d'actions concrètes. C'est aussi une méthode qui permet de soutenir la créativité des acteurs et qui parfois suscite des nouveaux modes de pensée. Hem, donc voilà, donc l'élaboration d'actions concrètes que j'ai citées. C'est aussi une méthode qui présente, un certain nombre de limites. D'abord, elle est extrêmement exigeante et complexe à mettre en œuvre. Elle nécessite, du savoir-faire en termes d'animation, mais aussi de mise en place, ce qui nécessite souvent, la présence à la fois d'un expert thématique, mais aussi d'un expert méthode et qui nécessite aussi, généralement, la mise en place d'une équipe, en fait, d'organisation des ateliers KCP sur une période relativement longue avant de pouvoir mettre en place les ateliers. C'est une méthode, par ailleurs qui nécessite de prendre en compte les, les jeux de pouvoir et les différences de représentation des acteurs, en place. Comme je l'ai dit, cette méthode elle était initialement prévue pour des entreprises dans lesquelles il n'y a pas forcément autant de divergences de points de vue par rapport à un problème donné. Et là, du coup, c'est une méthode qui, à mon sens, présente des limites dans ce sens-là et est importante à penser de manière couplée avec, d'autres types de méthodes comme les diagnostics sociotechniques ou des diagnostics, sociologiques, ou différentes, méthodes aussi par exemple, de structuration de problèmes qui permettent de faire état des différences de représentation avant de faire travailler les gens ensemble par rapport à un objectif à construire. Donc, quelque part, c'est une méthode qui fait des hypothèses fortes sur la capacité à concevoir ensemble et qu'il faut absolument, finalement compléter pour qu'elle puisse porter ses fruits. Et enfin, ce qui me semble aussi très important, c'est qu'en général, quand on met en place des ateliers KCP, eh bien, on s'inscrit dans la trajectoire d'un collectif sur le temps long. Et ça implique d'avoir une bonne connaissance de ce qui s'est passé avant, des dynamiques en cours et de ce qui va pouvoir se passer après. Parce que ce qu'on peut souvent constater à l'issue de ces ateliers, eh bien, c'est que, les personnes qui ont participé ont été très enthousiasmées par, la méthode, par les interactions, par les projets qui en ressortent, mais parfois n'ont pas les moyens, ni humains, ni financiers, de mettre en œuvre les projets qui ont été pensés lors de l'atelier. Et ça nous pose aussi des questions en tant que chercheurs sur notre posture. Est-ce qu'on est simplement là pour apporter une méthode sur un temps T, limité dans le temps? Ou est-ce que quand on fait ça, on s'engage sur le temps long à accompagner les collectifs qui nous ont fait confiance et qui sont venus à un moment donné rechercher une aide méthodologique et un appui sur la mise en place d'une transformation en fait. Donc, à mon sens, ça soulève des questions d'engagement de la recherche et notamment d'engagement sur le temps long. Et c'est, ce qui a motivé, en fait, l'évolution de mon programme de recherche avec, d'une part, mon déménagement, en fait, en Nouvelle-Aquitaine et le fait que j'ai rejoint une unité qui travaille sur une zone atelier, donc un dispositif de recherche qui est ancré dans un territoire sur le temps long. Et puis, aussi un projet de recherche qui travaille sur la question des capacités transformatives des acteurs, donc je vais revenir sur cette notion juste après, mais aussi sur la gouvernance, en fait, toute cette institutionnalisation, qui vise à pérenniser les logiques de transformation des systèmes agricoles. Donc je vais maintenant présenter les 3 axes de mon programme de recherche. D'abord, j'ai rejoint donc le centre d'études biologiques de Chizé, qui a en charge le pilotage en fait d'une zone atelier, donc une zone la zone atelier Plaine et Val de Sèvres,
Une zone atelier, c'est un dispositif, labellisé par le CNRS. Il y en a une quinzaine en France et à la base, ce sont plutôt des observatoires, heu, soit, de la biodiversité, soit des grands cycles biogéochimiques ou de l'eau, sur des échelles assez larges et sur le long terme. Et à mon sens, c'est un dispositif privilégié pour la recherche transformative, déjà pour son, ancrage, aussi pour son ampleur territoriale, mais et aussi parce que c'est un des inf ce sont des infrastructures sur lesquelles se concentrent beaucoup de recherches, différentes et tout à fait complémentaires. Donc la zone atelier Plaine-et-Val de Sèvres, elle est située, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plaine du sud de Niort, qui en fait a connu de très fortes transformations, qui était une zone de polyculture élevage plutôt bocagère, avec, beaucoup de haies et puis, beaucoup de prairies, c'est un milieu qui s'est énormément ouvert, simplifié. La plupart des haies ont été arrachées, les parcelles ont été multipliées, par 10. Les prairies, leur surface ont diminué de 70. La plupart des élevages ont disparu, et l'agriculture s'est extrêmement, intensifiée avec le développement enfin la simplification des rotations. Je ne vais pas dire comme des monocultures, mais des rotations très simplifiées et puis un usage, qui s'est aussi beaucoup accéléré des produits phytosanitaires. Donc ce territoire, le territoire de la zone atelier qui est sur la carte délimitée en noir, il fait 450 km² et il regroupe plus de 400 exploitations. Donc ça veut dire il y a quand même beaucoup encore d'exploitations par village, puisqu'il y a 24 communes qui font vraiment partie, qui sont au cœur de la zone atelier. Si on rajoute, sur ces 24 communes, donc qui sont très rurales, on a 34 000 habitants. Mais si on rajoute Niort et Mel, en particulier l'agglomération niortaise, on peut, compter plus de 150 000 habitants. Et sur cette zone atelier, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a un suivi donc, sur le temps long de différents taxons d'espèces animales et végétales. Il y a aussi un suivi assez intensif des pratiques agricoles et notamment donc de l'assolement, puisque depuis 30 ans, on élabore ces cartes sur lesquelles, sont, identifiés tous les assolements. Et puis, donc là, par exemple, sur la mosaïque, chaque parcelle correspond à une parcelle agricole et chaque couleur a un type de culture. Et depuis 2018, on fait aussi des suivis sur le plan de l'alimentation et de la santé, et notamment sur, les comportements d'achat en circuit court, mais aussi, on fait des relevés, d'exposition aux pesticides et on travaille depuis quelques années maintenant en lien avec des professionnels du secteur médical pour essayer de comprendre la chaîne, pression, exposition, impact, notamment des pesticides sur la santé. Sur la santé à la fois humaine et la santé des écosystèmes, avec les oiseaux comme organismes sentinelles de la santé des écosystèmes. Donc ces travaux qui sont menés sur la zone atelier, ils relèvent de la recherche transdisciplinaire. C'est une recherche interdisciplinaire déjà puisqu'il y a des chercheurs en écologie, agroécologie, mais aussi en sciences sociales, économie et sciences de gestion. Mais c'est aussi une recherche transdisciplinaire puisqu'on collabore avec différents types d'acteurs, que ce soit les agriculteurs, les collectivités territoriales ou les habitants. Et enfin, donc on a petit à petit, depuis les années 90, fait évoluer le projet de recherche de la zone atelier vers un projet qui était initialement très ciblé sur l'écologie, puis l'agroécologie avec l'étude des services écosystémiques rendus par les écosystèmes, notamment à l'agriculture, vers un projet qui, s'appuie sur 3 piliers: l'agroécologie, l'alimentation et la santé, en essayant de comprendre les interactions entre ces 3 piliers. Mon propre programme de recherche s'inscrit plutôt dans le projet sur l'alimentation et en particulier avec, la mise en place d'un projet donc qui porte sur le développement des capacités transformatives des consommateurs. Donc l'idée, c'est de se dire en quoi les consommateurs peuvent devenir un levier de la transition non seulement alimentaire, mais aussi agroécologique. Donc en fait, au cours de mes recherches, depuis les années 2020, j'ai fait infléchir en fait ma trajectoire de recherche pour passer d'une compréhension du système agricole en tant qu'agroécosystème vers une compréhension du système alimentaire en tant que socio-écosystème agricole et alimentaire.
Donc l'idée, c'était, à travers ce projet, ANR Jeunes Chercheurs que je porte, qui est financé aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qu'est le concept de capacité transformative, qui est un concept qui est introduit par la littérature sur la résilience des socio-écosystèmes, notamment par des chercheurs du réseau, Résilience Alliance. Mais c'est une notion qui est aujourd'hui très peu formalisée. Donc, on en a, quelques grands traits et donc ce schéma qui est en fait un schéma qui continue, d'évoluer, heu, me permet moi d'essayer de mieux formaliser, de mieux, expliciter ce que peuvent être les capacités transformatives, à la fois des individus et des collectifs. Donc elle regroupe à la fois des capacités cognitives, qui sont liées notamment à une interaction entre connaissance et créativité, mais aussi des capacités d'action collective qui impliquent, la coopération, la gestion de projet, le fait de pouvoir impliquer d'autres acteurs, la création collective et en quelque sorte à l'interface entre les capacités cognitives et les capacités d'action collective, les capacités d'agence, c'est-à-dire la capacité pour un individu ou pour un collectif à transformer le système dans lequel il se situe. Et cette capacité d'agence, elle peut être accélérée en fait par la question des émotions, aussi par les différentes capacités cognitives qu'un individu peut acquérir, mais aussi par sa capacité à être réflexif, non seulement sur ses actions et sur leurs effets, mais aussi réflexif sur sa place et son rôle en tant qu'individu dans un système. Et puis, donc les capacités d'agence aussi, elles peuvent être liées à un contexte personnel plus ou moins facilitant par rapport à la mise en action. Donc on a dans ce projet un volet théorique, mais aussi, un volet opérationnel et les 2 sont, en interaction permanente et se nourrissent mutuellement. Et dans ce volet opérationnel, j'ai à nouveau, 2 axes. Le premier axe consiste à diagnostiquer les freins à la créativité. Donc la créativité étant une des capacités cognitives qu'on essaye de développer pour les capacités transformatives. Et en particulier, on essaie de comprendre où peuvent être les freins par rapport à la transition alimentaire et si ces freins évoluent en fonction des individus, notamment en fonction de leur âge ou, de leur lieu de vie. Et le deuxième volet opérationnel de ce projet consiste à concevoir et à tester des ateliers pour augmenter les capacités transformatives, à la fois des individus et des collectifs. Et ces ateliers, pour l'instant, sont essentiellement mis en œuvre dans des établissements scolaires, avec la perspective de le mettre en place avec des adultes par la suite. Donc sur la zone atelier, on est intervenu depuis 2022 auprès d'une quinzaine d'établissements scolaires, 32 classes, et ça représente plus de 800 individus rencontrés, donc des élèves d'école primaire en jaune, de collège en orange et puis de lycée en gris. On a aussi rencontré un certain nombre d'adultes, mais c'est beaucoup plus difficile de mobiliser des adultes, sur, au moins 1 heure que de mobiliser en fait des écoliers. Donc à chaque fois, ces interventions, elles étaient, organisées exactement de la même façon. C'est des interventions qui durent à peu près 1 heure et elles consistent, à faire passer aux participants des tâches de créativité. Donc à chaque fois, on avait une tâche contrôle qui est en fait la tâche de l'œuf. Comment faire en sorte qu'un œuf de poule lâché d'une hauteur de 10 mètres ne se casse pas. C'est une tâche qui a été reproduite des milliers de fois et sur laquelle on a une très bonne connaissance des types de réponses qui peuvent être données et une très bonne connaissance des effets de fixation sur cette tâche. Et donc, on a élaboré avec mes collègues, d'autres tâches de créativité, cette fois sur la transition alimentaire, donc une qui porte sur le gaspillage alimentaire, une autre sur l'alimentation locale et une troisième sur la gestion de l'eau, notamment étant donné le contexte puisqu'on est en pleine zone de, conflit sur, les méga-bassines. Donc, la question sur l'eau, c'était comment faire en sorte de ne jamais manquer d'eau chez soi. Donc on intervient avec d'abord 2 tâches de créativité de 10 minutes. La tâche contrôlée, une des 3 tâches thématiques, suivie, d'un certain nombre de questionnaires, à la fois sur les connaissances que les participants peuvent avoir sur les liens entre alimentation, environnement et santé, mais aussi sur leur, comportement au quotidien, leur lieu de course par exemple, mais aussi les éco-gestes. Donc tous les questionnaires, sont réalisés sur papier-crayon. On demande aux participants de donner une réponse par ligne, de noter aussi la créativité de leurs réponses et on peut, à partir de ça, donc tout retranscrire dans des bases de données et faire d'une part des analyses quantitatives des réponses données,
C'est-à-dire qu'on essaye d'évaluer par individu, selon son âge, selon sa classe, selon son lieu de vie, et cetera, le nombre de réponses données et aussi selon la tâche. Donc vous avez ici un graphe qui montre en vert le nombre de réponses moyens en primaire, collège et lycée pour la tâche sur le gaspillage alimentaire. Donc en ordonnée, vous avez le nombre de réponses par individu. Les points représentent les moyennes de réponses, données. En jaune, c'est la tâche sur l'alimentation locale et en bleu, c'est la tâche sur l'eau. Donc, il nous manque des données au niveau, du collège et ce sont des données qui vont être collectées cette année. Donc ce qu'on peut d'abord, observer, c'est qu'il y a une assez grande, disparité en termes de nombre de réponses, y compris au sein d'un même niveau scolaire. Et si je présentais l'ensemble des graphes, selon les classes, il y a beaucoup de variabilité sur le nombre de réponses données. D'autre part, il y a à peu près le même nombre de réponses données en primaire et collège par rapport aux tâches de créativité. Et le nombre de réponses augmente sensiblement plutôt à partir du lycée. Donc ça, c'était pour nous une surprise, mais en tout cas, ce que ça signifie, c'est que dès le primaire, les élèves peuvent être déjà, créatifs, y compris sur des tâches qui portent sur des thématiques qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien. Mais ce qu'on voit par ailleurs sur ce graphe, c'est que la tâche sur l'alimentation locale en jaune, elle est systématiquement, en quelque sorte, moins inspirante pour les participants que les 2 autres et même que celle, sur l'œuf. Donc, ce qui dénote en fait une connaissance relativement limitée par les élèves, y compris, hein, jusqu'au lycée, sur la question des filières alimentaires et de la provenance en fait des aliments, qu'ils consomment. Donc voilà, ça c'est l'analyse plutôt quantitative du nombre d'idées par individu et le cœur aussi de ce travail, c'est d'élaborer une analyse plutôt qualitative de l'originalité des idées pour identifier où sont les effets de fixation, c'est-à-dire quelles sont les catégories d'idées pour lesquelles il y a un maximum de personnes qui va donner, enfin, un maximum de réponses données. Et donc on s'était posé la question: «Est-ce qu'il y a des effets de fixation sur le gaspillage alimentaire ou sur l'alimentation locale?» Et cette étude montre que oui, il y a des effets de fixation. Les effets de fixation, ils portent surtout sur le comportement individuel de consommation. La question posée, c'est comment faire en sorte de s'alimenter sans gâcher de nourriture? Et en fait, la plupart des gens pensent à moins se servir dans l'assiette ou à ne manger que ce qu'on aime. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de réflexion sur tout ce qui peut se passer avant. Déjà, la manière de faire ses courses, mais même encore avant, les chaînes alimentaires, les filières alimentaires. Et puis, il y a peu de réponses aussi sur l'après. Il y a quelques réponses qui portent sur le compost ou sur la transformation, des restes, par exemple, le fait de recuisiner les restes. Mais, notamment chez les enfants, très jeunes, il y a très, très peu d'idées qui sont, dans ce type de catégorie. Donc on a pu identifier qu'il y avait des forts effets de fixation et qu'en plus, ils étaient assez stables dans le temps et ça, c'était notamment vrai sur le gaspillage alimentaire. Voilà, ça c'était la première partie du projet et on poursuit les analyses, on continue de collecter des données sur ces effets de fixation et d'essayer de les identifier pour ensuite pouvoir concevoir des leviers, surmonter ces effets de fixation. Et donc c'est là qu'intervient le deuxième volet de ce projet de recherche, donc qui consiste à élaborer et tester des ateliers de conception en classe sur la transition alimentaire. Alors je qualifie ce volet de recherche-intervention quasi expérimentale, parce que c'est la première fois en fait, en tout cas pour moi, que, j'intègre le dispositif, atelier de conception, notamment KCP, dans un un protocole de recherche avec autant d'analyses, ex ante et ex post pour comprendre finement les effets de ces ateliers. Donc l'objectif, c'est d'apporter des connaissances, mais aussi des outils aux participants pour en augmenter les capacités de transformation, mais aussi d'analyser les effets de ce qu'on espère être des leviers pour augmenter les capacités transformatives et que sont ces ateliers. Donc, comme je l'ai dit, on mobilise essentiellement la méthode KCP, mais en s'appuyant fortement sur le diagnostic des effets de fixation qu'on a déjà pu conduire et en travaillant avec des médiateurs pour adapter cette méthode à un public jeune. Le format des ateliers est très concentré, c'est 3 jours, lors desquels on intervient auprès d'une classe, de la première à dernière heure de la journée. On a donc une attention très forte portée aux conditions de production de connaissances scientifiques. D'abord, donc, on a des pré-tests, post-tests, et y compris un post-test 1 mois après,
On filme les ateliers pour pouvoir capter un maximum de données, notamment comportementales, de coopération. On récupère aussi l'ensemble des écrits, des posters, des documents qui sont produits lors de cet atelier et on travaille sur une méthode que l'on peut répliquer, de manière, en fait, assez expérimentale dans, différents contextes, avec des élèves d'âges différents, de lieux de vie différents, de conditions socio-économiques différentes. Et on a aussi toute une attention aux questions éthiques, puisqu'on travaille avec des publics jeunes. Donc on a une attention, aux liens aux parents. On rencontre systématiquement les parents avant. On communique avec les parents, y compris, après l'atelier. On a un lien aussi très fort avec les enseignants qui nous aident à concevoir ces ateliers. On a un travail aussi, sur l'anonymisation des données, évidemment le respect de tout ce qui est RGPD. Et puis on travaille beaucoup, notamment avec les médiateurs, sur notre posture d'animation, mais aussi de recherche au cours de la mise en place de ces ateliers et sur les impacts que ces ateliers peuvent avoir à la fois sur les élèves, mais aussi sur leurs familles et sur les établissements scolaires dans lesquels on intervient. Donc, aujourd'hui, ben, lors de la soutenance, on n'avait réalisé que 2 ateliers. On en a réalisé un, il y a 2 semaines. Donc, on a 2 ateliers réalisés en école primaire et un au collège. Donc ces ateliers, ils se déroulent sur 3 jours. La première journée est plutôt consacrée à l'apport de connaissances et au partage entre les élèves, de connaissances, notamment sur le gaspillage alimentaire et les filières alimentaires. On a aussi beaucoup d'apports, notamment à travers des jeux, sur, la pédagogie de la coopération et la dynamique de groupe, mais aussi sur les émotions. La deuxième journée est plutôt, consacrée à l'exploration d'idées, donc avec, différents exercices de créativité où on fait prendre conscience aux enfants ce que sont les effets de fixation et comment les surmonter. Comment aussi générer des idées collectivement. À la fin de cette journée, les élèves se répartissent, donc peuvent changer les sous-groupes pour, identifier et choisir en fait les projets sur lesquels ils veulent s'investir. Donc avec là, tout un travail, toute une discussion autour de l'engagement et la dernière, partie de cet atelier, c'est l'élaboration de projets concrets avec les enfants, avec différentes méthodes qui les amènent à passer vraiment d'une idée parfois très, très vague qu'ils peuvent avoir, mettre en place du troc, sans savoir forcément ce qu'est le troc, à, la mise en place d'actions concrètes. Et donc, les élèves repartent à la fin du troisième jour avec un pitch de leur projet qu'on imprime pour eux et qu'ils ont coélaboré et qu'ils peuvent, montrer à leurs parents, à leurs enseignants et cetera. Donc, suite à cet atelier, on élabore, un post-test pour essayer de comprendre l'impact de ces ateliers sur la créativité des participants, sur leurs connaissances des sujets, abordés, mais aussi sur leur capacité à coopérer et enfin sur, leur sensibilité et leur sensibilisation en fait, par rapport aux problèmes abordés, aux problématiques, de l'alimentation en lien avec l'environnement, leur santé, mais aussi les questions de solidarité. Donc, on essaie de comprendre à quel point ils ont pris conscience de ces enjeux, mais aussi ils se sentent capables ou non d'agir face à ces enjeux. Donc, voilà pour ce 2e axe qui est aujourd'hui, en fait, l'essentiel de mon activité de recherche et le dernier axe, de ce projet qui est là, plus prospectif, qui démarre, porte sur la question de la gouvernance transformative. Donc l'idée, cette fois, c'est de se dire, c'est bien de penser à des outils pour la transformation, de penser à comment augmenter les capacités individuelles de transformation, mais comment finalement on travaille sur non seulement l'accompagnement et la pérennisation de dynamiques de transformation, mais aussi en quelque sorte sur une forme d'institutionnalisation de la transformation, une sorte de culture de la transformation qui non seulement pourrait exister auprès de citoyens, mais aussi auprès de collectivités, d'organisations, territoriales, voire nationales. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ces liens, notamment entre capacité transformative et gouvernance transformative, à travers différentes questions. On se pose la question des acteurs à mobiliser dans les processus de conception des socio-écosystèmes, notamment des compétences à rassembler, la manière d'impliquer des acteurs et de légitimer la participation de certains acteurs qui, peut-être aujourd'hui, ne se sentent pas légitimes à participer à la conception de leur socio-écosystème. Donc on se pose évidemment la question des dispositifs de conception collective à l'échelle des territoires, mais surtout à la question de l'institutionnalisation de la conception
Et enfin, à la question du suivi et de l'évaluation de la transformation, avec, des questions autour, de tableaux de bord, d'indicateurs, de différents types d'indicateurs et puis, de nouvelles, structures qui pourraient être mises en place, notamment, par exemple, dans les collectivités territoriales, puisqu'on a initié avec, Kevin Levillain, à l'école Les Mines, sur la chaire, théorie de l'entreprise, un travail, en fait, qui porte plutôt sur l'analyse et l'accompagnement de collectivités territoriales dans leur prise en charge, en fait, des questions de transition écologique à travers des dispositifs participatifs, mais aussi, des dispositifs de financement d'initiatives, citoyennes pour la transition, écologique. Donc là, c'est un travail que j'ai initié cette année à travers la mise en place d'un stage et pour lequel je porte un projet de thèse pour, 2025. Voilà, donc pour conclure, tout ce programme de recherche, en fait, qui porte sur la conception des socio-écosystèmes plus résilients, heu, articule, des approches en sciences de gestion et des connaissances, des théories en écologie. Pour moi, c'est à la fois important pour, faire émerger des nouveaux développements théoriques sur les socio-écosystèmes, sur les capacités transformatives, sur la gouvernance transformative, mais aussi pour développer des nouveaux outils de gestion, et de gouvernance des socio-écosystèmes opérationnels et qui puissent être testés en fait, à l'échelle d'un territoire comme, celui de la zone atelier. Donc je vous remercie pour, votre attention et je voudrais remercier l'ensemble, des collègues avec qui je mène ce programme de recherche, au sein de l'équipe Résilience, mais aussi du Centre de gestion scientifique, de l'UMR SADAP, du collectif IDEAS. Je rajouterai aussi le LabSIDE, l'ensemble des partenaires de recherche, donc de ce programme de recherche intervention et toutes les institutions, financeurs qui soutiennent, ces programmes. Je voudrais aussi remercier les participants, que ce soit des professionnels du secteur agricole ou des acteurs des établissements scolaires, enseignants, parents et élèves, mes proches. Et puis, ben, c'était le jour de la soutenance, les membres du jury. Mais je voudrais vous remercier tous pour votre attention.